Bienvenue sur le podcast VARAP. Rejoignez-nous dans notre exploration du monde passionnant de l'escalade. Chaque mois, nous vous présenterons des entrevues avec des grimpeurs professionnels, des passionnés, des critiques d'équipement, des conseils d'entraînement et des histoires de falaises. Que vous soyez un pro aguerri ou un débutant désireux de vous lancer dans ce sport, ce podcast a quelque chose à offrir à tout le monde. Alors, venez avec nous alors que nous grimpons vers de nouvelles hauteurs et découvrons tout ce que la communauté de l'escalade a à nous offrir. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas manquer les prochains épisodes et de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram tout particulièrement. Donc, merci Lucas de venir dans ce premier épisode et pilote de VARAP. Grand plaisir. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Donc, c'est un honneur d'être ici. Trop bien. Donc ouais, l'idée de ce podcast, c'est de faire un truc assez généraliste, divers et varié, d'aller voir des ouvreurs, mais aussi des personnes qui sont dans l'univers du sport sans forcément le pratiquer au quotidien, ou alors pas de les interroger sur leur pratique, mais plus sur l'univers de l'escalade. Et donc, toi, quand j'ai vu ton Instagram et que j'ai vu ta pratique, je me suis dit, putain, avoir un jeune ouvreur, ça pourrait être quelque chose de vraiment cool. Et donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Donc Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis après on partira dans les différentes questions que j'ai écrites. Ouais, bien sûr. Je m'appelle Lucas, donc j'ai 21 ans, donc plutôt jeune. Et ça va faire un peu plus de 6 mois là, que je suis ouvreur. Avant ça, j'ai fait une prépa littéraire. Donc je suis vraiment passé un peu du tout au tout. Je m'intéressais vachement à la traduction, traduction, interprétariat. Mais ça fait 10 ans que je grimpe. Et que l'escalade, elle fait vraiment partie de ma vie. Et ça a toujours été ma passion. Et je me suis jamais dit j'aimerais vraiment bosser là-dedans. J'ai toujours voulu garder ça à côté comme passion. Sauf que au bout d'un moment, quand mes études me plaisaient plus, il y a eu des déceptions. J'ai découvert le métier d'ouvreur très récemment. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. Que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être grimper depuis 5-6 ans et pas vraiment capter qui sont les ouvreurs, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur métier. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu vois, pour des gens qui pratiquent l'escalade et qui vont dans les salles d'escalade, déjà quand tu travailles en fait dans la journée, tu les vois pas. Tu vois juste le changement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai la chance d'être indépendant, donc de temps en temps, je vais à des heures où je les vois, tu sais, avec fermé, etc. Donc, mais c'est toujours un peu mystérieux, tu vois. Il y a vraiment un truc mystérieux. Exactement. Tu vois. Et puis tu as aussi ce côté... c'est nouveau et ça a apparu, tu vois, un peu comme des champignons, tu vois. Donc, donc je trouvais intéressant. Et alors, toi, tu as commencé l'escalade donc il y a 10 ans. Comment tu t'y es mis ? C'est parce que tes parents étaient fans ? Comment... Pas du tout. Mes parents ne savaient pas ce que c'était. J'habitais à l'étranger, donc mes parents sont profs d'anglais. J'habitais à Madrid à cette époque-là. Et c'était en fait en 6e, il y avait une espèce de programme... où on essayait plein de sports divers et variés. Chaque mercredi, en gros, on essayait un nouveau sport. Et ceux qu'on aimait bien, on pouvait y retourner. Enfin, on pouvait un peu tester tout ce qu'il y avait. Il y avait vraiment un tout petit mur d'escalade. Il y avait presque rien. C'était de la voie, donc, avec la corde. Et j'ai testé et j'ai adoré. Et puis, je me débrouillais plutôt bien. Et c'est mon prof de PS qui a dit « Ah ouais, mais franchement, t'as un truc. Tu devrais peut-être aller voir un club. » Je me suis inscrit en club. J'ai fait 3 ans en club et j'ai adoré. Direct, vraiment, j'étais... Alors, les clubs d'escalade, super fan. Pour les gens, c'est un peu mystérieux. Ouais, je pense qu'on pourra en discuter un peu, mais... J'ai fait 3 ans de club et depuis, une fois que j'ai quitté Madrid et que je suis revenu en France, j'ai arrêté d'être en club. C'est marrant, j'étais passionné, mais j'avais une pratique... c'est un des sports où tu peux avoir une pratique vraiment libre, tout seul, et juste j'allais... grimper comme beaucoup de gens font. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui prend forcément des cours. Et donc j'ai pris des cours. Et c'était qu'une fois par semaine pendant 3 ans. Mais je pense que ça a été un peu important quand même pour m'apprendre les bases au niveau de la technique, pour pas avoir à tout découvrir tout seul, à essayer de se démerder un peu. J'avais un super prof qui m'a bien montré les bases. Et une fois que j'avais la technique et qu'il fallait juste que je grimpe, que je prenne du niveau, c'est ce que j'ai fait en arrivant en France et surtout en découvrant les salles de bloc en France. Parce que l'Espagne a quand même un petit retard au niveau du développement du sport. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a 10 ans, surtout en Espagne et même en France, il y a 10 ans, il y avait vraiment les premières salles de bloc qui ouvraient. L'escalade, c'était que de l'escalade en voie.
Ouais. Dans les gymnases un peu. C'est ça, ouais. Les murs, Bah moi j'étais dans pour le coup, un vrai club avec un vrai club de voix, Ok. mais il y avait une toute petite salle de bloc. Enfin, c'était vraiment le bloc, c'était pour s'échauffer vite fait. Alors que moi, dès le début, je sais, même il y a 10 ans, je me disais, ah ouais, non, moi j'aime pas la corde, moi je veux faire juste près des tapis, faire des. J'aimais tout de suite de ce côté, c'est la différence bloc-voix Ouais. principale, parce que bon, du coup, j'ai un peu j'ai le vertige. Ok. Et depuis, j'ai plus du tout fait de voix, vraiment, je suis juste Ah ouais, ouais. Ça fait combien de temps que t'as fait de voix? De temps en temps, j'en refais un petit peu avec des potes pour rigoler parce qu'ils aiment bien se foutre de moi quand je me chie dessus en haut de... Et c'est du coup mon niveau en voix et à des années-lumière du coup je suis sur des 6A en train de trembler et tout alors qu'en bloc du coup j'ai bien progressé. Et de la voix, ouais, j'en fais jamais. J'ai dû en faire il y a 2 ans un coup pour tester et puis un peu de temps en temps. Et alors comment ça se passe? On y reviendra, mais le vertige, ça te dessert jamais en tant qu'ouvreur? Et bah non, bizarrement, je pense qu'il y a différents types de vertiges. Bon, je suis pas un pro, donc, Ouais. mais moi j'ai un vertige dès que je suis vraiment en baudrier avec une corde et que je dépasse, j'ai vraiment un vertige rationnel, on va dire. C'est-à-dire moi j'ai peur quand je sais que je peux mourir, quoi. Ok. Alors que quand je suis en bloc, C'est pas le vide, c'est la peur de mourir, quoi. ouais, un petit peu, ouais, Ok. peut-être. Bon, il y a le côté où franchement être dans le vide, c'est de partir en arrière un peu aussi. Alors qu'en bloc, pour le coup, je suis plus un grimpeur, pas casse-cou, mais ça me dérange pas du tout de me jeter dans tous les sens. J'adore les dynamiques, les cordeaux, les jetés, Ok, ouais. et ça me fait pas du tout peur. Alors que t'as des gens qui, au contraire, parce que du coup, j'aime beaucoup ramener des grimpeurs néophytes sur les murs, ça j'aime beaucoup. Et il y en a beaucoup qui, dès qu'ils dépassent 1 mètre, ont peur. Alors que pour le coup, il y a peu de danger parce qu'il suffit de sauter sur un tapis, il y a vraiment 0 risque, mais ils ont peur d'être un peu en altitude. Alors que si tu les mets sur un mur de voie avec une corde, ils peuvent monter à 20 mètres sans problème. Donc il y a vraiment plusieurs... Je pense que c'est propre à chacun, ce genre Ouais, de c'est ça, sentiment, ouais. Et bon, attends, on y reviendra parce que moi, je veux parler aussi du rapport entre extérieur et intérieur. Ouais, carrément. Mais j'imagine qu'à Fontainebleau, si tu fais du bloc, il y a des moments où ça peut être un peu sketchy, Ouais. tu vois. À Fontainebleau, là, ça quand j'ai revient ou découvert pas? ça, ouais, quand j'ai découvert ça à Fontainebleau, je me suis dit, ok, là je fais plus trop le malin parce que les tapis, ils sont pas partout. Les tapis, des fois, ils sont assez petits. Ouais. Et là, je faisais un peu moins le malin, surtout sur des rétas un petit peu hauts et tout. Mais déjà, je dirais que je suis plus à l'aise là parce qu'en fait, le fait de tomber et de me casser une jambe, ça me fait. C'est relou, mais ça me fait moins peur que la peur que j'éprouve quand vraiment T'es haut, quoi. je suis haut sur un mur et même s'il y a la corde, je me dis, voilà, c'est chaud et tout. Et c'est juste psychologique. Hein, Alors, tu vois, moi, j'éprouve un autre type de vertige. C'est un manque de confiance dans mes nœuds. Tu vois? Ouais, ouais. Et pourtant, Moi, il y avait tout ça, hein, l'équipement, les nœuds, tout, rien, je faisais confiance, pas du tout. et tu vois, pourtant, normalement, je sais faire, j'ai fait plusieurs fois. Enfin, tu vois, genre, j'ai une sorte d'habitude. Ouais. Mais au moment où je dois lâcher le truc, je me dis, putain, si je l'ai mal fait. Tu vois, et je peux pas m'enlever ce truc de la tête. Bref. Donc, 10 ans d'escalade. Et à un moment, tu te dis, vas-y, je vais devenir ouvreur. Quel est le déclic et quelle formation t'as pu faire pour faire ça? Alors, 10 ans d'escalade, donc 3 ans au club, comme je disais, et ensuite je commence à... Il y a eu 2-3 ans là au lycée, un peu de flottement, où en gros j'habitais à Tours, et il n'y avait pas de salle de bloc à Tours. J'étais un peu dégoûté, c'est pour ça que c'est assez récent quand même, parce que là, maintenant, on a un block-out, un Arcos, une nouvelle salle qui vient d'ouvrir, donc maintenant il y a plein de salles de bloc, mais ça depuis 4-5 ans, quoi. Et donc quand j'étais au lycée, il y a 4-5 ans, les salles ont ouvertes, je me rappelle, l'été où j'ai fini ma terminale. Du coup, Maintenant, il y en a quasiment une dans chaque ville de France. Ouais, c'est ça. Mais il faut se rendre compte que c'est assez récent. Ouais, grave. Et donc, il y a eu cette période au lycée où il y avait juste un club de voix, encore une fois. Et j'y allais 1 fois par semaine, je faisais 1 heure. C'était vraiment, j'ai mis ça un peu de côté. Enfin, ça restait une passion, mais au niveau de mon volume d'escalade, disons que j'ai pas pris beaucoup de niveau parce que voilà, c'était... Et je suis allé faire mes études à Bordeaux en prépa, et c'est là où la prépa, j'ai fait plus d'escalade que d'études. Ça casse. Ouais, et c'est là où j'ai pris mon rythme que je recommande quand on a envie de se mettre à fond à l'escalade, c'est 1 jour sur 2, aller grimper, et c'est le mieux pour progresser. Et je grimpais 1 jour sur 2, donc Arcos Bordeaux, je faisais le tour de la salle, toutes les nouvelles ouvertures, je les saignais. J'étais dans le niveau pour rouge à peu près de Arcos Bordeaux à ce moment-là. Et je passais vers le noir. Et donc pendant ces 3 ans de prépa, c'est là où j'ai pris vraiment du niveau. Je passe au niveau noir et je me suis vraiment dit, ok, là c'est mon sport, c'est mon truc.
Et ensuite, Parce que tu vois, il y a être super bon dans un sport, progresser, aimer, et puis devenir acteur de ce sport, ouais, tu vois, qui est quelque c'est chose ce quand que je même. disais un peu au début, je m'y attendais pas. À ce moment-là, je m'étais jamais dit, même pour être honnête, je voyais vite fait ce que c'était qu'un ouvreur alors que ça fait 6-7 ans que je grimpe, quoi. C'est marrant de pas avoir ce réflexe de s'y intéresser forcément. C'est un ami à moi qui voulait être ouvreur pour le coup et qui m'a dit bah ouais, c'est un métier, c'est surtout qu'il avait 18 ans pour le coup, il voulait faire ça juste après son lycée. Et ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me suis dit ah ouais, c'est une vraie option quoi, c'est une vraie carrière. Et à ce moment-là, été pris dans un master donc de traduction et d'interprétariat. J'ai fait quelques mois et ça me plaisait pas du tout. J'étais très déçu. Et c'est là où j'ai commencé à bosser comme dans une salle d'escalade, mais comme serveur. Ouais. Et du coup, je côtoyais les ouvreurs qui travaillaient. J'ai beaucoup parlé avec eux, je me suis intéressé et je me suis dit, ok, ça peut me plaire. Et pour revenir à ta question de la formation, Ouais. Mais parce qu'il y a un moment où tu passes le pas, tu vois, où tu te dis ça peut me plaire, Exactement. ok, j'y vais. voilà, je me suis dit, ok, j'y vais, il faut que je me renseigne, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on se forme. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de vraie école officielle, ça n'existe pas, d'organisme, il y a seulement, la seule chose qui existe, c'est des salles privées qui mettent en place leur propre formation. Donc on a la Arcos qui a lancé la Route Setting Academy, donc il y a eu 3 éditions, il me semble, pour l'instant. Trois saisons différentes où ils prennent 6 ouvreurs à chaque fois. Moi, vu que je bossais à Arcos en tant que serveur, je me suis dit, ok, bah, je vais viser ça. Surtout qu'à ce moment-là, il me semble que c'était la seule formation qui existait. Donc, c'était il y a même pas 1 an et demi. Hein. Là, très récemment, je crois qu'il y a 1 an, il y a Climb Up qui a lancé sa formation. Il y a des petites formations à droite à gauche, mais rien de. C'est étonnant quand même. C'est très étonnant, ouais. Et alors, moi, en faisant mes recherches rapidement, j'ai vu qu'il y avait une formation par la FFME. Ouais, mais ça, disons que c'est un moyen un peu. Je t'interromps. La FFME, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Fédération Française de Montagne Escalade. C'est la Fédération Française de Tennis ou de football. C'est ça, ouais. l'équivalent. Exactement. Mais disons que c'est un moyen un peu détourné. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'ouvrir dans des salles commerciales. Donc, les salles qu'on connaît tous. Et quand tu es ouvreur FFME, c'est quand tu t'intéresses déjà à aller ouvrir les compétitions, les contests à l'international. Et ça, c'est pas ce qui m'intéressait à ce moment-là. Ouais. Là, je commence à m'enseigner un peu, à me dire, ah ouais, quand même, ça a l'air tellement stylé et tout. Mais à ce moment-là, je me suis intéressé donc à la Route Setting Academy d'Arcos, qui était la formation clairement la plus prestigieuse de France et d'Europe. Parce qu'en France, on est quand même vachement en avance, alors que on voit que c'est un métier hyper nouveau et qu'il y a pas grand-chose et que c'est seulement en train de se développer. Dans les autres pays, il y a rien du tout, quoi. Il n'y a rien du tout. Rien va. Et donc, Je pense qu'on est ceux qui sont le plus en avance de ce que je sais quand je suis allé à droite à gauche. En Espagne, je connais bien. Quand je suis allé un peu à droite à gauche, c'est que des gens qui se forment comme ça, un peu sur le tas. Et alors, elle consiste en quoi cette formation Alors, c'est une formation de 6 mois où on est pris en charge par. J'ai pas été pris à la formation. Ok, d'accord, ok. Ouais, j'ai tenté parce qu'il y a une vraie sélection pour être pris avec pas mal de. Alors, parle-nous de la sélection. Alors, voilà, si t'as pas été pris. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la sélection? Donc, il y a un test de niveau. Ouais. Un test de niveau parce que pour être ouvreur, il y a un niveau un peu minimum à avoir. Et derrière, des tests en tout genre d'ouverture, de lecture de bloc, de grimper sur un bloc, redescendre et là, devant l'examinateur, dire un peu qu'est-ce qu'on en pense, les points forts, les points faibles du bloc, qu'est-ce qu'il y a peut-être à améliorer, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Il y a aussi pas mal d'exercices d'ouverture assez intéressants où, par exemple, il faut ouvrir un bloc sans grimper dessus. Donc, il faut juste poser les prises. Ok. Donc ça, c'est un exercice pas mal pour se rendre compte de à quel point on arrive à se projeter sur le mur, à réussir à visualiser quel mouvement marche pas, sans grimper. Parce que un des mauvais réflexes d'ouvreur, c'est de visser une prise et tout de suite monter sur le bloc et d'essayer move par move. Donc ça, c'était des exercices intéressants. Et t'as senti une sorte de compétition entre les gens qui étaient là ou c'est plus Non, c'était assez friendly quand même. Okay. Ouais, vraiment, c'est très bonne ambiance. Tous les mecs qui étaient là étaient vraiment sympas.
J'ai adoré la sélection, même si j'ai pas été pris. Ça a été parce que à ce moment-là, j'avais aucune expérience d'ouverture. J'avais eu l'occasion 1 ou 2 fois de toucher à une visseuse pour vite fait essayer dans la salle où je travaillais comme serveur. Ouais. Et là, pour le coup, même si j'ai pas été pris, bon, j'avais pas encore eu le résultat à ce moment-là, mais j'ai fait la sélection et je me suis dit, ok, c'est génial, il faut que je fasse ça, quoi qu'il arrive, même si je suis pas pris. Stylé en vrai, Ouais. parce que même si t'as pas été sélectionné, ça t'a C'est ça. confirmé dans ta volonté de faire ça. Exactement. Et du coup, quand on n'est pas sélectionné, parce qu'ils prennent que 6 personnes sur, on devait être peut-être une cinquantaine, quelque chose comme ça. Mhm. Peut-être même beaucoup plus, je sais plus. Parce qu'en fait, le jour où on y était, on n'était qu'un groupe de 20, mais il y avait plusieurs jours de sélection. Là, ça se passe dans une des salles de ce groupe. Ouais. Arcos Massy, Ok, ouais, ouais. c'est la plus grande salle. Elle est un peu excentrée. C'est une très grande salle où ils peuvent se permettre de condamner une petite partie de la salle pour la formation. Sélection et tout. Et il me semble que la grande partie de la formation se déroule dans cette salle, parce que j'ai des gens qui bossaient avec moi à Arcos et tout, Ouais. des connaissances qui l'ont faite. Donc je vois ce qu'ils ont fait et comment ça s'est passé. Et donc pour revenir un peu sur ton parcours, cette sélection-là, t'es pas pris, mais ça t'a Voilà. quand même envie d'y Bon, aller. grosse déception quand même de ne pas Ouais. être pris, parce que Tu sais, rétrospectivement, non, malheureusement, c'est dans leur politique de pas. Ils peuvent pas, je pense, ils peuvent pas. t'expliquer pourquoi Voilà, ils Dis peuvent pas. pas à chaque personne envoyer. Moi, j'espérais que, vu que je bossais quand même dans Arcos, même si j'étais pas, j'espérais avoir une petite explication, mais j'ai pas trop eu. Après, tout simplement, sûrement, s'il y a une Il y avait grosse. meilleur. Ouais, voilà, il y avait meilleur ou. Et Donc mais tu l'as encaissé. ouais, ça m'a Ouais. pas. Je me suis dit, ok, ben, j'ai quand même envie de faire ça. Je vais y aller à fond. Je manquais peut-être un peu de patience. J'avais pas envie d'attendre encore, parce que toutes les sélections, c'est tous les ans. Ok. Et attendre 1 an, ça me paraissait difficile. Et donc je me suis dit, il n'y a pas de souci, je vais trouver d'une autre façon. Je vais démarcher des salles, je vais chercher d'autres moyens d'être ouvreur. Je voulais vraiment juste en faire l'expérience le plus vite possible, on va dire. Grave. Et donc d'Ether, t'as commencé à toquer aux portes des différentes Un salles petit peu, ouais, c'est ça, ouais. Je suis allé voir un petit peu les salles à droite, à gauche. Puis comme le milieu de l'escalade est quand même hyper ouvert et sympa, Ouais. c'était toujours cool de rencontrer, rien que de rencontrer les gérants et les gens de chaque salle, c'était assez sympa. Et j'ai eu la chance ça a pris quand même quelques mois, donc c'était là, à la rentrée de 2022, donc en septembre-octobre. J'ai trouvé une offre c'était un post Instagram. Ok. Comme De- quoi, donc de- LinkedIn, c'est vraiment du d'avant. Et puis j'y croyais pas du tout, parce que pour le coup, le milieu d'ouvreur, c'est un milieu quand même très fermé. C'est un peu compliqué de mettre le pied dedans. Mais une fois qu'on a mis le pied dedans, justement, tout d'un coup, les portes sont beaucoup plus ouvertes. C'est un petit milieu quand même où tous les ouvreurs se connaissent un peu. Et je pense qu'une fois qu'on a de l'expérience, si on a ouvert 1 an quelque part, on peut vite trouver des offres. Par contre, quand tu as 0 expérience, c'est plus compliqué, quoi. Bah, surtout qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de stage Exactement. ou Ouais. de processus. Et pour le coup, si tu as eu une formation, si par exemple tu as fait la Arcos Academy et que pour une raison ou une autre tu n'es plus Arcos, là tu vaux cher, on va dire. Ok, d'accord. Ouais. Donc, il y a un Les vrai ouvreurs, marché les ouvreurs formés sont très demandés. Et puis même à On va l'international. venir, j'ai plein de questions Ouais, à ce ouais. propos-là, mais ouais, ok, donc t'as un vrai marché des ouvreurs. C'est ça. Toi, tu rencontres donc des gens qui commencent à t'ouvrir des portes et tu commences à ouvrir des premiers blocs dans cette salle, c'est ça? À Blockout. Ouais. Bah justement, il y a ce post Instagram où ils cherchent, ils mettent on recrute ouvreur. Je me dis, bah, c'est Vamos. pas possible, c'est exactement ce qu'il me faut. J'envoie ma candidature, c'était une candidature assez sympa où c'était très détaillé, il fallait pas mal se présenter, répondre à des questions, expliquer son parcours, ses envies, machin. Et du coup, ils m'appellent. Et ils me disent, bah, on va faire un entretien, on va voir. Et c'est allé assez vite, où ils m'ont dit, bon, bah, on va te donner ta chance, quoi. Stylé. Parce que je pense que j'ai réussi quand même à les convaincre un peu Je pense qu'avant l'appel, ils n'étaient pas trop sûrs, parce que du coup, j'étais le petit jeune sans expérience. Ouais. Et pendant l'appel, j'ai dit, bah, je suis hyper motivé, je sens que je peux faire mes preuves. Trop bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé finalement. Donc sans vraie formation. Après, quand même, sur le poste, il y avait marqué que le poste offrait une sorte de formation. En gros, j'allais être pris un peu sous la tutelle du chef ouvreur, et il allait évidemment m'expliquer tout ce qu'il fallait et un peu me former, mais c'était pas une vraie formation officielle.
Et donc te voilà jeune ouvreur. C'est ça. Du coup, avec le recul, je me rends compte il faut en fait saisir la chance où le métier d'ouvreur, et c'est aussi un métier où il y a beaucoup de blessures, beaucoup de mouvements, des gens qui partent, machin. Et moi, j'ai saisi une occasion où ils étaient juste faut le dire, en vraie galère d'ouvreur. Ouais. Mais tant mieux pour moi finalement, parce que ça m'a permis de... Mais pour les gens voilà, qui veulent peut-être, enfin j'en ai discuté avec pas mal, qui veulent être ouvreurs, mais qui se disent, non, toutes les salles sont prises, c'est dur c'est vrai que c'est dur de rentrer, mais il faut un peu être à l'affût et saisir son opportunité, ou à un moment, c'est parce que la salle aura pas trop le choix, ils vont être obligés de prendre quelqu'un, arriver à les convaincre. Et puis vu qu'il y a aussi beaucoup de salles qui s'ouvrent, aussi, on en a besoin. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a un vrai besoin d'ouvreurs qualifiés, on va dire. Il y a vraiment en soi beaucoup d'offres, beaucoup de salles qui ont besoin d'ouvreurs, c'est la galère. Il y a certains ouvreurs indépendants un peu... qui ont un peu de renommée, on va dire. Eux, parce que j'allais te poser la question. Voilà. Mais eux, par exemple, ils font vraiment le tour de toutes les salles, ils ont du métier tout le temps. Et à la fois, pour les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est super dur d'accès. C'est ça qui est paradoxal, en fait. Et alors, si on rentre un peu plus dans ce que c'est que le métier d'ouvreur, donc les gens commencent à comprendre que l'ouvreur, c'est quelqu'un qui crée les blocs, ou alors exactement. Donc, le niveau la question qu'on se pose la plupart du temps, enfin moi je me suis posé, c'est... Ils sont super forts. Ouais, tu vois, c'est quoi le niveau d'escalade qu'il faut avoir? Par niveau, j'entends, t'es pas obligé de donner une couleur, mais tu vois, faut quand même être un mec qui a fait 10 ans d'escalade comme toi. Il faut être... Je dirais plus qu'un niveau, il faut une expérience de l'escalade. Ouais. Je pense que c'est plus problématique un grimpeur qui est pas forcément ultra fort, mais qui a de l'expérience, qui sait grimper au niveau surtout de la technique, de l'expérience, plutôt que quelqu'un qui peut-être, ça arrive, des jeunes là qui sont extrêmement forts, mais qui peut-être n'ont pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de technique. Ça, c'est plus gênant, je pense. Par fort, t'entends physiquement? Ouais. Fort en termes de... musculaire ou... Ouais, au niveau des doigts, au niveau de... Mais pour moi, il y a un niveau minimum, on va dire, c'est important d'avoir... Mais c'est plus en termes de capacité de travail. Ça va être beaucoup plus difficile d'ouvrir si ton niveau max, il est 2-3 cotations en dessous du niveau max de la salle. Ouais. C'est pas trop possible, parce que c'est vraiment difficile c'est possible d'ouvrir au-dessus de son niveau. Alors c'est ça c'est la question qui se pose. C'est comment est-ce que tu fais pour ouvrir du violet si tu fais pas de violet? Voilà. Tu vois, on va dire que le niveau minimum, si on prend la cotation Arcos ou la plupart des salles, c'est quand même l'avant-dernière cotation, être au moins par exemple dans le noir à Arcos et dans le noir très à l'aise, plutôt établi. Mais c'est pas du tout obligatoire de faire le tour des violets en les flashant toutes pour être ouvreur. Ça, c'est important. C'est un niveau. Et d'ailleurs, dans la formation, pour reprendre du coup les paroles de la formation Arcos, eux, ils le mettent en avant, qu'ils se rendent compte que plus ça va, plus le prérequis d'avoir des ouvreurs ultra forts, c'est pas forcément le plus important, parce qu'en fait, une machine d'escalade va pas forcément faire un bon ouvreur. Un mec qui peut gagner les championnats du monde et ça peut être un ouvreur très mauvais. Ouais. C'est ça qui est marrant, en fait. Parce que ça aide d'être fort. Franchement, ça aide d'être fort pour être à l'aise dans ce qu'on ouvre, et pour vraiment faire... Parce que du coup, on ouvre un bloc, et l'idée, ça va être de quand même réussir à faire tous les mouvements, ou à moins à vraiment... Ça, c'est avec l'expérience que ça vient. Vraiment se rendre compte de si le mouvement marche. On dit, ah là, ça marche. C'est Qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça marche, ça veut dire que c'est cool? Ça veut dire que tu y arrives? Ça veut dire que le mouvement fonctionne. C'est-à-dire qu'il est faisable. Tu vas me donner un synonyme. Essaye de développer. C'est-à-dire qu'il est faisable par le tout à chacun, ou alors que tu y arrives? Il est faisable dans la cotation qui est demandée. Souvent, on parle de ça souvent quand on fait le bloc le plus dur, la cotation la plus difficile. Ça peut arriver que moi, là où j'ouvre, il y a une cotation un peu spéciale. On n'a pas les couleurs. On est passé sur un système chiffré de B1 à B14. Ok. C'est anglais, ça, non? Non, c'est pas, ça correspond pas au V1, V3, c'est plutôt les blocs c'est juste de 1 à 14, ils mettent B devant, je pense, pour bloc ou block out. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est quand même assez intéressant, juste une petite parenthèse, au niveau du processus d'ouverture, par exemple. C'est intéressant parce que du coup, on visse le bloc et ensuite on lui donne sa cotation. Ok, donc ça, c'est intéressant. Essayer de faire on se dit, je vais essayer de faire un B8 par exemple. Ouais. Et du coup, je vais pouvoir visser mon bloc, je grimpe dedans, je me rends compte que c'est un B10. Ça peut arriver. Ouais.
Mais s'il marche super bien et le bloc est génial, ben je le laisse en B10. Et derrière, je vais faire autre chose pour mon B8. Ok. Et juste parce que du coup, dans les autres salles, le processus est inverse. On va chercher des prises rouges et forcément, on va faire un bloc rouge. Bah, ça revient avec à une de mes questions. Est-ce que tu penses que c'est possible? Parce que quand tu vas dans les salles de type Arcos ou ce genre de salle, Ouais. la plupart du temps, les prises d'une certaine cotation ont plus ou moins tout le temps les mêmes formes. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, est-ce que c'est possible d'ouvrir un bloc violet avec des prises jaunes? Tu vois? Oui, et c'est même le plus intéressant. Ok. C'est même ça qui est, pour moi en tout cas, qui vraiment me stimule, on va dire. C'est ça qui est bien de pouvoir ouvrir un bloc extrême, donc le bloc le plus dur de la salle, avec des bonnes prises, parce que du coup on part dans des sortes de jetées, de coordination, de dynamique, où c'est ça qui est bien en ouverture, c'est que t'as tellement de variables en fait qui vont faire le bloc. T'as pas juste est-ce que les prises sont bonnes, c'est ok, la prise elle est bonne, mais déjà même si elle est bonne, je peux la mettre à l'envers, je peux l'orienter, je peux les Mais espacer. t'as pas de réglette dans les jaunes, par exemple, tu vois? Non, Ok. à l'inverse, ça fonctionne pas forcément. Pour faire le bloc, les blocs basiques, les jaunes comme tu dis, ou les B1, B2, forcément, je peux pas prendre un plat horrible. Là, ça va pas fonctionner. Mais aussi, et du coup, la dernière variable ultra importante, c'est l'inclinaison du mur. Ouais. Et ça a été la découverte, on va dire, pour moi. Parce que forcément, quand je rêvais d'être ouvreur, je me faisais plein de plans dans ma tête de je vais ouvrir ça, je faisais des petits schémas, j'ai envie d'ouvrir ça, ça, ça. Et l'expérience d'ouvreur, la première claque pour moi, ça a été ok, je peux pas ouvrir la même chose sur une dalle, donc un mur complètement incliné, Ouais. que sur un énorme dévers. Une même prise sur une dalle et un dévers, ça n'a rien à voir en fait. Et ça, pour les gens qui veulent se lancer dans l'ouverture, c'est le premier point à prendre en compte, ça a l'air tout bête dit comme ça, mais on l'imagine pas forcément. C'est-à-dire que le même bloc, on peut le transposer sans passer d'un extrême à l'autre, d'une dalle à un dévers, mais même on change l'inclinaison du mur de 5 degrés, ça change complètement le bloc. Et puis tu as aussi tout ce rapport poids-puissance qui fait que si t'es fin, t'es plus facile en dévers. Et pour une même personne... Ouais. Après, il faut prendre en compte la morphologie de chaque grimpeur. C'est pour ça qu'il y a tellement de variables que c'est un métier, c'est ça qui me passionne dans le métier, c'est qu'il n'y a rien de répétitif. Tout est différent, parce qu'en fait, des mouvements d'escalade, il y en a des vrais en soi. Quand on ouvre un mouvement d'escalade, il y en a une petite dizaine, quoi. On lève la main droite, on lève la main gauche, on croise, on machin. Et pourtant, juste avec toutes ces variables dont on a parlé, des blocs, il y en a une infinité, et je pense qu'il y a quasi les blocs, ils sont jamais dans le monde, il n'y a pas deux blocs identiques qui ont été faits, parce qu'il y a toujours des petites nuances qui fait que le bloc n'est pas tout à fait pareil. Ouais. Et alors tu penses quoi? Parce que ça me fait penser aux gens qui essaient de reproduire des mouvements hyper connus. C'est ça, moi je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire, on parle un peu de plagiat, il a copié le bloc. Non, c'est plus, tu vois, par exemple, des gens qui essayent de reprendre le crux d'une voix particulière et de la remettre en bloc pour pouvoir, tu sais, genre... Il y a deux trucs, il y a du coup ce qu'on appelle les répliques, enfin c'est réplica en anglais. Okay. Ça c'est hyper intéressant, c'est en gros essayer là pour le coup de vraiment reproduire au plus près des blocs d'extérieur. Ouais. Donc ça c'est un autre, soit tu le fais avec les prises de ta salle et le bloc sera pas du tout pareil, soit maintenant, ça c'est très récent, il y a des technologies un peu avancées où ils reproduisent, ils créent leur propre prise avec une imprimante 3D. Là récemment, ils ont fait ça pour Birds of Dreams. D'un autre podcast, c'est comment est-ce qu'on crée des prises. Mais ouais. Et à côté de ça, il y a plutôt le truc où ça arrive à tous les ouvreurs, on voit un mouvement sur Instagram, un truc, un blog, souvent un blog de compétition, on se dit c'est incroyable, je vais essayer de reproduire ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on on va pas réussir à faire le même blog finalement. Ça va être le blog version Luca, quoi, à la sauce de tel ouvreur. C'est une inspiration. Et c'est ça que j'aime bien. Parce qu'en soi, des mouvements de cordeaux impressionnantes qu'on voit sur Instagram, souvent c'est un peu les mêmes, quoi. On appelle ça des pif paf pouf, de droite gauche droite, sans les pieds, machin. Sauf que ils sont tous quand même différents. Et puis les formes des prises, l'inclinaison du mur, comme tu disais. Il y a tellement de variables que le blog, ce sera jamais vraiment le même. Et il y aura toujours le petit truc en plus, le petit grain de sable qui fait que ça va être intéressant, ça va être différent de ce qu'on a pu voir. Alors là, on parle beaucoup de blocs durs.
Ouais. Mais si on parle des blocs un peu plus faciles, donc pour les blocs pour les débutants et puis même pour les blocs de progression, comment toi tu te projettes dans les niveaux plus faciles? Tu vois ce que je veux dire? Dans les Ouais. niveaux. Bah déjà, moi, c'est ce qui, je pense, ça me plaît presque plus que de faire les blocs extrêmes, de faire les blocs plutôt intermédiaires. Bah, c'est déjà parce que c'est les blocs où il y a 90% des grimpeurs finalement, vraiment. Ouais. Dans les blocs extrêmes, il y a très très peu de grimpeurs et c'est là où je prends vraiment mon pied, on va dire, à voir l'ensemble des grimpeurs, les gens lambda, aller sur le bloc, découvrir des sensations, plus que faire le bloc même si c'est marrant aussi, hein, je kiffe aussi. Et donc, dans le processus, faut essayer de créer un bloc qui pose en fait une problématique aux grimpeurs, comme si c'était un peu un problème à résoudre finalement. D'où le nom anglais d'ailleurs. Voilà, Ouais. Exactement. Et où il faut, le mieux souvent pour ouvrir un bloc sympa, c'est de penser à une technique, j'en sais rien, un talon, une contrepointe, un truc comme ça, et se dire ok, j'ai envie qu'il découvre ce mouvement, soit qu'il le découvre à bas niveau, soit qu'il le bosse à un niveau intermédiaire, soit qu'il le peut-être à un niveau un peu plus élevé, qu'il trouve une nouvelle petite subtilité d'un talon, parce qu'il y a plein de subtilités dans toutes les techniques, et de créer son bloc autour de ça. Donc toi tu te dis par exemple là je vais essayer de faire une contrepointe un peu dure suivie d'une arquée on va dire. Ouais. Et après à partir de là tu construis un bloc d'une difficulté moyenne ou d'une difficulté débutant quoi. C'est ça, exactement. Mais il y a plein de façons d'ouvrir et c'est ça qui est intéressant. Sur une même journée de travail, le processus d'ouverture, parce qu'on n'en a pas trop parlé encore, de vraiment quand on arrive devant le mur, qu'est-ce qui se passe, il y en a plein en fait. Et le mieux je pense, c'est de les combiner. Parce que donc il y a soit on va penser à un mouvement précis en tête, un mouvement, mais donc vraiment c'est un mouvement dans le bloc. Ouais. On pose ce mouvement qui peut être situé au centre du bloc, et ensuite on crée la fin et le début à partir de ce mouvement. Ouais. Soit on peut partir du début et faire move par move le bloc, c'est la façon la plus simple on va dire de faire. Soit ça peut arriver aussi que moi sur un même mur, aujourd'hui ça m'est arrivé, le premier bloc j'avais une idée en tête, j'ai posé le milieu, j'ai fait le début et la fin. Un autre bloc je me le sentais, c'est un peu au niveau c'est un peu un feeling en fait. Je pose le début et je fais petit à petit dans l'ordre chronologique. Et ensuite il y a un bloc où je vais poser le top d'abord parce que je me dis mon top je veux qu'il soit là pour des raisons esthétiques par exemple. Ok. Et je vais faire mon bloc à l'envers, move par move mais à l'envers. Et il y a plein de façons de faire. Et alors là quand tu dis je fais, c'est un sorte de processus d'essai-erreur où tu vises, tu vas sur l'endroit, tu fais le move, tu regardes la position dans laquelle ça te met, tu redescends, tu regardes, tu prends un peu de recul. C'est quoi le processus? Le processus, ce que tous les ouvreurs font pour plusieurs raisons, c'est de tout visser et ensuite passer, donc ça c'est la période d'ouverture vraiment, et ensuite on passe à la période de calage. Donc ça peut être, moi sur une journée, ça va être vers 14 voire 15 heures, donc c'est plutôt tard dans la journée quand même. Jusque-là, j'ai pas grimpé ou presque pas grimpé, ça arrive quand même que sur des blocs plus faciles où ça nous demande peu d'efforts, on monte un peu dessus pour voir comment on se sent sur les prises, parce que quand même de temps en temps, il y a une différence entre ce qu'on voit et une fois qu'on se met dans le bloc, la sensation est peut-être différente de ce qu'on imaginait, pour se dire ok, bon là ça fonctionne bien comme je le voulais, tout ça. Mais il faut éviter de mettre les chaussons. Ok. Et les chaussons, on les met que à 14-15 heures. Et là, donc, dans ta matinée, entre guillemets, tu vas visser les 6 blocs que tu vas faire dans la journée. Donc, tu vas appliquer, entre guillemets, de la vision théorique que tu as du bloc. Exactement. Et après, tu as la partie après-midi où tu vas grimper, tu vas caler, tu vas... C'est ça. Donc, souvent en équipe, à plusieurs. Ouais. Chacun plutôt dans son coin. Donc, ça dépend des salles. Il y en a qui ouvrent carrément, qui vissent à plusieurs. Ça, j'en ai jamais fait l'expérience. Ça a l'air... ça peut être sympa. J'ai jamais essayé. Ça peut m'intéresser. Nous, en tout cas, on fonctionne, chacun visse quand même dans son coin à son panneau, mais par contre, on se retrouve à plusieurs pour grimper chacun à 2, voire même 3. Plus on est, mieux c'est en fait. J'imagine. Panneau par panneau, tout essayer. Et alors, par exemple, sur ces 6 blocs du matin, c'est la salle qui t'a dit, écoute, voilà ton pan de mur, il va falloir que tu me fasses un débutant, 2 intermédiaires, un très dur et un extrême. C'est pas la salle vraiment, c'est le chef ouvreur, souvent c'est son rôle. Et les panneaux, il y a un cycle en fait. Souvent c'est par une application, on rentre nos panneaux et ensuite on voit, c'est par ordre chronologique. Donc ça tourne. Ouais, voilà. Les panneaux, ils ont une durée de vie d'1 mois environ normalement. Ouais.
Et donc on arrive sur le panneau et chaque panneau est censé à peu près avoir la même... par exemple, à Arcos, c'est simple, ils font vraiment jaune, vert, bleu, rouge, noir, violet. Ils font toutes les difficultés sur chaque panneau. Ok. Nous, on a une petite marge de jeu où on va faire 1, 3 ou 4, enfin 1 ou 2, 1, 3 ou 4, 1, 5 ou 6, 7 ou 8, etc. On choisit à chaque fois. Donc ça nous laisse une petite liberté, c'est assez sympa. Mais sur chaque panneau, il faut qu'il y ait une bonne représentation des niveaux. Et ça, c'est important. Ça m'est arrivé d'aller dans des salles où, je pense que c'est une très mauvaise idée, où il y avait un coin de la salle, vraiment sur 5 mètres, où il y avait que des blocs extrêmes. Ok, ouais. Donc forcément... Le coin dur, le coin Ouais, milieu. ça, très mauvaise idée, parce que des gens qui grimpent dans les blocs extrêmes, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc ce coin-là, il est vide, et tout le monde s'agglutine sur... donc ça, c'est pas la bonne idée pour le coup. Et alors là, tu commençais à en parler. Moi, je trouve ça intéressant. En fait, on a l'impression que c'est un métier solitaire. Ouais. Mais en fait, c'est quand même beaucoup un travail d'équipe. Ouais. Où vous passez les passe-passe. Comment ça se passe? Parle-nous de cette partie de calage et comment est-ce que vous interagissez entre différents Du coup, il y a juste le calage et le pré-calage aussi quand même. Je tiens à en parler. C'est un détail, mais c'est important. C'est avant ça, on passe chacun individuellement dans nos propres blocs un peu. Et juste pour grimper un petit peu, et c'est une petite heure, une demi-heure, 1 heure où c'est un peu important quand même parce que il y a souvent, on a pensé à un truc et d'un coup on se rend compte et on va totalement changer la trame du bloc. Il y a une différence entre un bloc qu'on a juste vissé et un bloc qu'on a vraiment précalé où on se dit ok là il fonctionne. Et après on va en équipe, c'est plutôt pour vraiment aller dans le détail. Donc ce qu'on fait en équipe qui est important, c'est faire en sorte que le bloc soit homogène. Il faut pas que dans le bloc, tu aies un mouvement, tout soit hyper facile. Tu es dans du bleu, par exemple. Ouais. D'un coup, tu as un mouvement où c'est du noir. Ouais. Et ensuite, on repasse sur des mouvements bleus. Ça va pas le faire, par exemple. Et ensuite, on va faire des micro-réglages pour faire en sorte que ça colle à la cote le plus possible. Donc à la cotation, à la couleur. Et ça arrive bloc. que entre le vissage et le calage, tu te sois complètement planté ou faut que tu changes parce que ça arrive très souvent. Ah ouais. On se rend pas compte. Ça arrive. Ça dépend. Du coup, il y a une expression, c'est un bloc vissé calé. Ouais. Donc ça, c'est quand on a vissé, on grimpe dessus, on se dit waouh, parfait, plus à rien, c'est génial et tout. Et ça arrive. Ça arrive qu'au contraire, on visse un truc et il y a quelque chose qui va pas, c'est brouillon, et finalement on part sur une autre direction. Mais ça arrive que ces blocs-là, qui fonctionnaient pas et ça découle dans des blocs, des pépites quoi, des blocs incroyables. Donc il y a de tout en fait, c'est ça qui est sympa. Et ça arrive par exemple que, disons, toi t'as l'impression que c'est bien et il y a un de tes collègues qui dit non mais vraiment c'est pas ouf, tu vois, que des visions s'opposent finalement entre frères. Mais c'est ça qui est important aussi. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a tout un côté, faut pas se mentir, il y a une grosse partie subjective quand même. Ouais. Moi ça m'est arrivé qu'il y ait un grimpeur, parce que c'est important aussi en tant qu'ouvrier, il y a toute une partie retour client un peu, où il faut rester sur place, voir les gens grimper sur ces blocs, hyper important. Et du coup ça m'est arrivé, pour revenir à la subjectivité, qu'il y ait un même grimpeur sur le même bloc qui me dise waouh, le bloc il est incroyable, vraiment merci, je l'adore. Et un autre grimpeur passe juste derrière et me dit ah ouais, j'aime pas du tout, franchement c'est nul ce bloc. Et tu penses que c'est lié à leur qualité en tant que grimpeur ou c'est lié à leur goût personnel? C'est lié aussi, c'est lié au goût. Après, il y a des blocs qui, objectivement, entre guillemets encore, parce que fonctionnent bien et sont intéressants. Et un bloc vraiment bien peut faire l'unanimité normalement. Et alors, ça arrive de temps en temps aussi, quand tu grimpes pas mal dans les salles, de voir qu'il change aussi. Par exemple, qu'il est installé au bout d'une semaine, en fait, il y a une prise qui dégage ou qu'elle est un peu faire des modifications. Ouais. Après, ça, on essaye d'éviter. Moi, dans ma salle, par exemple, c'est vraiment quand même assez rare. C'est même très rare. C'est si jamais vraiment le jour J, on était vraiment en retard, parce que la partie calage, elle est assez longue quand même, et on essaye de vraiment penser à tout. Mais ça peut arriver qu'on ouvre le bloc et que vraiment ce jour-là on était tous un peu aveugles et on se rend compte qu'il y a du coup un shunt. C'est une façon de faire le bloc, de tricher entre guillemets, qui respecte pas la méthode qu'on avait pensée et qui rend le bloc beaucoup plus facile. Ouais. Il y a un shunt que un des grimpeurs découvre qui casse le bloc, et on va être obligé de faire une petite modif par exemple. Et ça, vous trouvez que c'est
Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu on a gagné. Tu vois, nous, Ouais, il y a un peu, il y a forcément ça, mais ça dépend des ouvreurs. Moi, je le vois pas forcément comme ça. J'essaye de pas mettre trop d'ego là-dedans. C'est plus ça me fait rire. Je me dis, j'avais vraiment pas vu ça. Et tant que tu arrives à le prendre assez légèrement, on va dire, il n'y a pas forcément de souci. Surtout qu'après, il y a chanter et chanter un bloc. S'il y a vraiment le shunt, comme on dit, qui lui enlève des cotations et qui rend le bloc facile. Par contre, c'est intéressant, c'est ça que j'aime bien. Il y a des shunts donc des façons qui sortent de la méthode, mais où le bloc reste aussi dur. Ouais. Où le shunt est aussi dur que la méthode originale, voire plus dur. Et c'est arrivé très souvent que moi, je pense mon bloc d'une façon, et qu'un grimpeur, par exemple, je suis pas très grand, et qu'un grimpeur immense trouve une autre façon, mais qui est tout aussi dure, et que moi, je suis incapable de faire, mais lui, il est incapable de faire ma méthode à moi. Ça fonctionne aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'en fond, tu adaptes ta méthode à tes points forts ou pour éviter tes points faibles aussi. Après, en tant qu'ouvreur, c'est quand même important de pas toujours ouvrir dans ses points forts et d'éviter ses points faibles. C'est intéressant de les travailler quand même et de proposer. Faut pas que si moi, par exemple, j'ai une très bonne tenue de volume, il faut faire en sorte que tous mes blocs à volume ils soient pas hyper durs. J'essaye de prendre en compte ça et c'est ça qui est bien en fait pour revenir au travail d'équipe, d'avoir une équipe avec des forces et des faiblesses différentes pour tous réussir à s'équilibrer, parce que ça peut arriver que sur un bloc intermédiaire je me dise là c'est pas trop dur, ça va, et derrière mon collègue du coup arrive et me dit non là t'as craqué, tu te rends pas compte de à quel point c'est dur. Et au contraire, moi, un de mes points faibles, je sais pas, c'est être sur des arquets dans le dévers, par exemple. Que moi, je me dise, c'est dur et tout, et que lui se passe dessus et dise, non, franchement, ça va. On peut s'équilibrer là-dessus et c'est ça qui est intéressant. Et quand tu parlais de subjectivité, pour moi, il y a un truc qui est assez subjectif, c'est l'esthétisme des blocs. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, il est stylé ou il est vraiment trop beau ce bloc parce que ça t'a fait faire un move qui est beau, mais comment est-ce que il y a aussi une d'esthétique tu vois, sur le mur, quoi, à quoi ça ressemble. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, c'est qu'il y a être ouvreur, c'est combiner à la fois une moitié un peu créative et créatrice, complètement, d'être un peu un artiste, presque on peut le dire, de vraiment, et à la fois on est un peu Bob le bricoleur, quoi. Il y a un côté très terre à terre où on a une visseuse dans la main, il y a toutes des manips au niveau des vis et tout. Et du coup, c'est deux extrêmes qui se combinent et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. Et l'esthétique est hyper importante, surtout dans les salles commerciales, mais encore plus même dans les compétitions finalement. L'esthétique, c'est, 30-40% du bloc, quoi. C'est hyper important. Alors, développe un peu pourquoi autant que... Parce que faire un panneau joli, donc... c'est quoi les règles que tu as en tête pour essayer que ce soit... C'est la combinaison des couleurs, faire une bonne proportion entre tes macros et tes micros. Les macros, c'est les très grosses prises, les micros, c'est les petites prises. Si tu mets que des énormes prises, ton panneau, il va être monstrueux, quoi. Si tu mets que des petites prises, ça peut créer un style. Mais il faut respecter pas mal de trucs, qu'il n'y ait pas d'énormes trous dans ton panneau, avec un autre endroit, un énorme amas de prises. Et à la fois, au contraire, tu peux jouer là-dessus, faire exprès de laisser des zones de vide. Il y a plein de choses à faire, mais il faut qu'il y ait une... c'est un peu... Et tes collègues, ils ont et tes collègues, ils ont des visions différentes. C'est-à-dire que... bizarrement, je dirais qu'au niveau de l'esthétique, les avis sont plus... on va plus être d'accord à se dire, ah ouais, là, le panneau, il a de la gueule, là, il est beau. Plus que pas sur un mouvement, on va dire, ce mouvement, j'aime moins. Et d'autres, ils vont dire, le mouvement, il est stylé. Et vous avez, parce qu'il y a plein de salles où ils essaient de faire des formes, tu sais, genre des sapins à Noël ou des trucs comme ça. Non, on fait ça. Vous faites ça? On a fait de tout en forme. Là, on a une soirée mexicaine la semaine prochaine. On va faire un cactus. Ok. Et ça t'amuse d'avoir ce genre de contraintes, tu vois, de se dire, attends, là, il faut que je fasse cette forme-là, donc quelle prise je vais pouvoir mettre pour pouvoir... c'est marrant et c'est cool de se dire, je vais faire un truc joli. Et si en plus ça grimpe bien, c'est un peu comme combiner, c'est réussir un challenge finalement. Et pour revenir au processus d'ouverture où je disais, tu penses à un mouvement, tu penses à machin, il y a aussi un processus légitime de je vais agencer mes volumes ou mes prises comme ça pour que ce soit joli, pour que ça ait de la gueule. Et derrière, je vais penser derrière à la grimpe. Ça arrive aussi, tu vois. Ouais. C'est pas forcément, je vais faire un truc d'escalade. Il faut que ce soit joli, que ça grimpe. Il faut faire des
Il y a beaucoup de... des allers-retours entre les deux. Il y a beaucoup de facteurs, quand on t'entend parler, il y a beaucoup de facteurs que tu dois prendre en compte au moment où tu cales le truc. Il y en a beaucoup, ouais. La morphologie. La sécurité aussi, c'est ça dont j'ai envie de parler, tu vois, parce que dont on n'a pas encore parlé. Ouais. C'est un truc hyper important. Il y a eu des polémiques à gauche, à droite, comme quoi ça pouvait, parce qu'il y avait trop de monde, créer des problèmes dans les dévers ou des trucs comme ça. C'est un truc auquel j'imagine vous mettez quasiment en top prio, que ce soit safe en permanence. C'est quoi les règles de sécurité? Que le bloc il soit nul, mais qu'il soit safe que l'inverse. Mais c'est quoi les trucs à éviter alors? Les trucs les plus importants, c'est mettre des volumes ou des macros, des trucs qui ressortent finalement en bas de volume, en bas de panneau, pardon. Surtout dans de la dalle, parce que ça dépend ce que tu disais, le dévers, on a moins de risques déjà, à part... après, l'affluence de la salle, c'est autre chose. Ouais. Mais tu dois le prendre en compte aussi, j'imagine, non? Ouais, c'est un peu plus compliqué. S'il y a vraiment beaucoup de gens dans la salle, au bout d'un moment, oui, il faut... après, on a des lignes de sécurité, et nous, on voit si nos blocs, ils nous font sortir de la ligne de sécurité ou pas. Ok, ouais. Mais oui, par exemple, on va pas mettre dans une dalle des énormes prises en bas de panneau. Imaginons plus haut dans le panneau, on met des petits pieds qui zippent. Ouais. Là, si tu fais ça, t'as des chevilles. Après, t'as collectionné 20 chevilles. Mais t'as ça, t'as faire des mouvements dangereux finalement. Si tu fais des mouvements où tu te jettes la tête la première, surtout en haut de panneau, ça peut être dangereux aussi. T'as plein de choses à prendre en compte. Il faut le faire en fonction des niveaux aussi. Par exemple, dans les niveaux plus extrêmes, c'est moins gênant de prendre des risques parce que dans les blessures, les gens qui se blessent, c'est jamais les grimpeurs qui ont les grimpeurs expérimentés. Enfin, eux, ils peuvent se blesser, mais plus différemment. Pas des vraies chutes où ils se font une cheville ou quelque chose. Ça, c'est toujours les débutants, toujours les gens qui n'ont pas encore appris à tomber. Ouais. Et donc, c'est dans ces niveaux faciles qu'on va vraiment là faire attention. Faire ultra attention à ce qu'il n'y ait rien de potentiellement dangereux. C'est là où on va mettre les poignées de redescente pour que... Et alors, tu parlais des moves dynamiques. C'est un des trucs que tu vois le plus en plus et tu le vois descendre dans les... Enfin, tu vois, il y a quelques années, il n'y en avait que dans les niveaux assez difficiles. Ouais. Maintenant, tu vois des blocs ouverts dans des catégories plus faciles. Ouais. Moi, je fais ça, moi, j'adore. Ouais, je comprends, parce que ça joint toute la tendance qui lie le parcours à l'escalade, etc. Tu vois, j'imagine que ça pose des problèmes de sécurité. Qu'est-ce que tu penses? Toi, t'es là-dedans, t'es dans le côté... pas dans le côté rési et dans le côté ces trucs-là, t'es plus dans le côté... Nouvelle génération. Ouais. Après, je pense pas que ça engendre forcément plus de risques si c'est bien fait. Ouais. Je pense que c'est une évolution intéressante. Il faut pas qu'il y ait que ça non plus, en fait. Mais il faut que... je pense que c'est une partie importante de l'escalade et qui peut plaire à beaucoup de gens. Et il faut pas être non plus trop réticent face à ça. C'est un autre type d'escalade, mais je pense que c'est important quand même. Ça a été vachement mis en avant par les compétitions professionnelles. Parce que, en fait, en tant qu'ouvreur de compétition, bon, ça, j'en ai pas fait l'expérience, mais j'ai vu beaucoup de contenu là-dessus. Et je me suis informé là-dessus. En fait, c'est des ouvertures qui sont hyper pratiques pour séparer un groupe de grimpeurs. Parce qu'on a maintenant, les grimpeurs de nos jours, ils sont tellement forts que même si tu mets des réglettes infimes dans un énorme dévers, les grimpeurs vraiment de haut niveau, ils vont tous le faire, ils vont péter le bloc. Ce qui est intéressant dans la cordeau, c'est qu'il faut réussir à appréhender un mouvement une fois quand moi j'ai ouvert la cordeau et que je la connais, je la fais hyper facilement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives dessus pour apprivoiser le mouvement et le faire en fait en peu d'essais, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que les athlètes ils vont pouvoir lâcher des essais là-dessus en compétition. C'est là que c'est intéressant. C'est ça que moi j'aime bien aussi en salle, c'est de pouvoir faire des blocs où le grimpeur va se dire « Waouh, mais ce mouvement, il est impossible ». La première fois, ils vont le tester, ils vont se dire « c'est monstrueux, personne ne peut le faire ». Et ils vont mettre peut-être 10, 20, 30 essais. Et à la fin, quand ils vont le faire coup sur coup, sans jamais se rater. Et ils vont se dire « Waouh, mais c'est pas dur finalement ». Ça brouille un peu les lignes de la difficulté en elle-même. Ouais, grave, parce que en fait, t'as pas forcément besoin d'être un super grimpeur pour pouvoir avoir le cran de te jeter et de récupérer un bac, quoi. C'est ça. Et puis ça demande d'autres choses, ça demande la coordination entre les différentes parties de ton corps, un certain dynamisme.
Après, faut pas qu'il y ait que ça non plus. Faut pas que tu aies des grimpeurs qui sont hyper forts en dynamique, mais qui peuvent pas serrer des prises. Mais à choisir, j'essaye de tendre vers des trucs, pas forcément le dynamique en soi, mais ce côté, moi, ce qui m'intéresse en ouverture, c'est ce côté où, quand tu as trouvé la méthode, quand tu as trouvé ce qu'il fallait faire, tu peux faire le bloc plutôt facilement. Et t'as beau être un monstre, t'as beau être super fort, savoir faire sans traction sur des arquets lestés, et bah si t'as pas la méthode, tu vas pas réussir à faire le bloc. Après, de temps en temps, c'est bien de faire des bases physiques où tu mets quand même des trucs où il faut juste serrer la prise, fermer le bras et Ouais. faut faire un entre-deux en fait. Et tu penses que toute cette vibe des moves dynamiques, de la coordination, c'est aussi lié un peu à l'avènement de, on va dire, de l'escalade sur Instagram? C'est très visuel, c'est Ouais. très... Tu vois, est-ce que tu penses que c'est parce Je que pense que ça c'est aide. sexy aussi, tu vois? Bah ouais, parce que quand tu mets un bloc sur Instagram, si tu mets une dalle ou tu mets Bah, 30 c'est ça, minutes tu à la vois. faire. C'est ce que je me dis, c'est que c'est aussi, en ce moment, sur les réseaux, la vision de l'escalade, c'est Ouais. beaucoup ça, les images qui tournent, tu vois, quand tu vois les images de Meiji, tu vois, où il Ouais. fait des trucs, Ouais, où il fait des saltos sur lui-même et il retombe sur des trucs, tu vois, je me dis, ce qui dépasse la sphère de nous qui grimpons et qui va faire un peu du bruit sur les réseaux en dehors des sports d'escalade, c'est toujours ce genre de vidéo, parce que ça te dépasse, tu vois, alors Ouais, que, c'est ça. en fait, tu as du mal à ressentir la difficulté d'une arquée dans le dévers, tu vois, alors que tu le vois visuellement, C'est ça. le saut. Mais je pense que c'est pour ça aussi que le style dynamique il se développe. C'est parce que ça appelle, c'est plus visuel. Au niveau du grand public, ça forcément, c'est plus attractif. Et c'est des blocs Instagrammables, Ouais. comme on dit. Et c'est important, il faut en faire. Et à côté, quand vraiment tu aimes grimper et que tu découvres l'escalade, tu te rends compte que tu aimes faire ce genre de truc, mais à côté, tu vas prendre beaucoup de plaisir à aller faire une petite dalle hyper en finesse, à aller faire des mouvements dans le dévers ultra physiques, même s'ils sont pas visuels. Et sur Instagram, ça va être moins. Même Ouais, tu fais pas que du Ouais. Instagram, quoi. Ouais, et même si moi ça me gêne pas que ça soit ça la façade et que derrière il y ait plein d'autres types d'escalade que tu découvres. Ouais. Et ça rejoint un peu un autre sujet qui est que, est-ce que tu as est-ce que tu as une opposition entre, tu vois, toi qui ouvres des trucs et qui aiment bien les trucs ultra dynamiques, et par exemple des mecs plus old school il y a 10 ans qui ouvrent que des trucs plus dans un autre style, on va dire, plus à Ouais. l'ancienne. Et même, je sais qu'en voix, t'as des ouvreurs qui ouvrent depuis 20 ans qui doivent encore avoir une vision différente. Est-ce que ces visions-là, t'as l'impression qu'elles sont représentées correctement dans les salles? Est-ce qu'elles s'opposent? Est-ce que t'as des débats d'idées avec ces mecs-là, ou est-ce que... Je pense que le débat principal c'est les mecs old school qui pour le coup vont plutôt vouloir ouvrir leur style et dire non, j'ouvrirai pas de cordeau, pas de dynamique. Et moi personnellement je trouve que c'est un peu un appauvrissement du sport. Ouais. Ce qui est important c'est de juste d'ouvrir de tout. Parce que si moi au contraire je disais ouais mais les cordeaux c'est génial et je vais ouvrir que ça, là c'est tout aussi problématique. Donc c'est là que ce qui est bien, c'est de faire sur le même panneau, je vais faire un bloc new school hyper dynamique qui s'envole. À côté, sur le même panneau, je vais faire un truc hyper old school, tout statique, tout en machin. Et c'est là où c'est le plus intéressant parce que c'est un sport, mais c'est aussi le but, c'est de s'amuser en fait, c'est de tester plein de trucs et de proposer en tant qu'ouvreur, de proposer des trucs, parce que s'il y a des grimpeurs old school qui arrivent et qui veulent pas toucher à tes cordeaux, c'est pas grave, il faut qu'ils aient de quoi s'amuser. S'il y a des gens qui ont envie de juste se balancer dans tous les sens, ils vont pouvoir faire ça. Faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ouais, c'est l'idée. Et alors, il y a des ouvreurs stars? Il y a des rockstars de l'ouverture? Des rockstars pour les ouvreurs, je pense. Ouais, non, mais tu vois, je Ouais, je sais pas si de l'ouverture, je pense qu'il y en a pas trop encore qui vont encore un peu percer. Je pense que C'est qui les mecs qui t'inspirent, toi, les mecs dont t'aimes là, par exemple, récemment, il y a eu la Coupe d'Europe à Chambéry. Ouais. Et l'équipe d'ouvreurs qui a ouvert là à Chambéry, c'est que des gens que je trouve, c'est que des gens où j'adore leurs ouvertures et je me dis, ouais, c'est incroyable. Il y avait du coup pas mal de Français, forcément. Il y a Maëlys Grappard qui ouvre donc à Arcos. Kylian Arc qui ouvre à Vertical Art, il me semble, et lui, il ouvre des trucs incroyables. Le principal, en parlant d'ouvreur star, moi qui m'a beaucoup inspiré, c'est Niken Daniels.
Ok. C'est un grimpeur suédois ou finlandais, j'espère que je dis pas. Et lui, il fait des vidéos YouTube avec Eric Carlson, Ouais, de très que bien, que je recommande. Pour moi, c'est la meilleure chaîne YouTube. C'est hyper quali en fait. Et c'est un mec qui fait des vidéos YouTube ultra quali avec un ouvreur incroyable. Donc ça fait un bon combo. Ouais. Et du coup, lui, j'adore ce qu'il ouvre et il est hyper intéressant parce que dans la vidéo, du coup, il explique toujours sa démarche, comment il a pensé le bloc. Et ça, c'est hyper intéressant. Et toi, en tant que jeune ouvreur, tout ce contenu-là, genre les vidéos YouTube, les mecs qui expliquent leur démarche, etc., c'est un truc qui te nourrit et que tu essayes de mettre dans tes ouvertures? Ah ouais, bien sûr. Bah, vu que, bon, faut pas oublier que ça fait que 6 mois, je suis encore en train d'apprendre, genre, tous les jours. Quand chaque journée, je me dis, ok, là, j'en ai tiré quelque chose. Et forcément, je suis à fond friand de contenu et d'informations Et je pense que tous les ouvreurs, même ceux qui ont beaucoup d'expérience, je pense que c'est le genre de métier où on n'a jamais fini d'apprendre. Et les meilleurs ouvreurs, pour le coup, c'est souvent aussi ceux quand même qui ont le plus d'expérience. Parce que c'est vraiment en ouvrant qu'on devient meilleur ouvreur, ça c'est clair. Ouais. Mais c'est ceux qui ouvrent depuis longtemps, mais qui arrivent à rester ouverts d'esprit et à essayer d'apprendre quand même tous les jours. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut ouvrir depuis 40 ans, mais Ouais, rester tout un fermé dans truc, son... Ça peut arriver aussi. Et là, pour revenir à ces ouvreurs, qu'est-ce qui fait qu'ils t'inspirent? C'est les mouvements qu'ils font, c'est les assemblages de prises qu'ils utilisent. Ouais, il y a un bon ouvreur, il y a à la fois le résultat, faire quelque chose de... encore une fois, on revient à quelque chose de visuellement... En fait, combiner vraiment un super visuel avec un bloc au niveau grimpe, c'est génial. C'est incroyable. Il y a aussi le côté performance au niveau de l'efficacité. Donc faire un super bloc rapidement, efficacement, sans perdre trop de temps, en faisant... Pas de voilà. chichi, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Pas forcément en visser calé, mais en vissant assez vite. Enfin, Niken, pour le coup, quand il ouvre dans ses vidéos, lui, c'est quand avoir des super bonnes notions de un peu avoir le compas dans l'œil, comme on dit, de se rendre compte hyper bien des distances, de comment les mouvements vont marcher. Enfin, c'est ça, être un bon ouvreur, quoi. Et Et être inventif aussi. tous ces mecs-là, moi, c'est plus un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'ils s'inspirent mutuellement, tu vois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une sorte de mode, tu vois ce que je veux dire, en ce moment, on utilise plus ce genre de volume ou on Ouais, utilise plus ce il genre y a de truc? clairement des modes au niveau des prises, au niveau des mouvements, C'est quoi la mode aujourd'hui? La mode générale, je sais pas. Après, il y a des sortes de... Là, récemment, il y a un grimpeur et youtubeur, là, Emil Abramson, aussi, qui fait des super vidéos, Ok. qui a inventé un mouvement. C'était un peu le truc de... Parce qu'il y a ce truc où je disais au début, on peut pas inventer de mouvement. Tous les mouvements, ils sont là. Bah, lui, pour le coup, il a créé un skate où tu glisses sur une surface glissante et tu arrives sur la prise. Ok. Plutôt que de se lancer sur le côté et d'arriver directement sur la prise, c'est un peu, tu fais un slide sur la partie bitexture. Ça, en plus, c'est lié à la mode des prises bitexture. Pour le Ouais. coup, ça, c'est un vrai truc. Parce que c'est hyper visuel, c'est joli, ça permet même en termes de grimpe, ça permet des trucs hyper sympas. Parce que... C'est des objets en tant que tels qui sont des objets d'artisanat magnifiques, Ouais. quoi. Ah, quand tu deviens ouvreur, tu deviens un fan de prises. Hein. Vraiment, tu peux câliner des prises, te dire, waouh, elles sont incroyables. Et alors, c'est quoi tes marques de prises préférées? Mes marques de prise préférées, il y en a pas. Là, j'ai fait ma première commande de prise récemment, donc maintenant je les connais bien, je suis allé Ok. un peu voir partout. Il n'y a pas tellement de marques que ça, et comme c'est assez récent encore, disons que les marques qui ont un peu le monopole, c'est elles qui font de loin les trucs les plus quali, et par exemple la marque Flathold, toutes les prises sont hyper quali. T'as les prises Blue Pills qui sont hyper sympas. Les morphos, moi j'aime beaucoup Ouais. au niveau du grain. Cheetah aussi, c'est super cool. Et alors, par exemple, quand Adam Ondra sort sa... tu Ah, sais, les briques. Ouais, les briques en or, là. Toi, tu te dis, ah ouais, trop bien, il faut que je les essaye. T'es devenu un geek des prises et t'as envie de tout essayer? Ouais, un peu. Bon, après, là, pour l'instant, je commence seulement, donc je peux pas commander mes prises. Là, j'ai eu la chance de faire une commande, mais après, le seul souci, c'est qu'il y a l'argument financier Ouais, aussi. c'est Et pas, du c'est pas coup, donné, quoi. bah ouais. Et plus c'est une petite... c'est pas contre Adam Ondra, hein, mais plus c'est une petite gamme
de prise, plus c'est un petit producteur, plus ça va être ultra cher. Ouais. Et le peu de marques qui sont un peu plus Distribué, quoi, plus ouais, grosse, quoi. ouais, c'est ça. Et encore, c'est ça qui est marrant, je me suis rendu compte que c'est tellement un sport nouveau que même les marques de prise, c'est pas des géants, des trucs internationaux. Le mec de Flathold, je lui ai envoyé un mail perso disant Salut, c'est Lucas, j'aimerais des prises. C'est ça qui est marrant en fait, c'est pas. Ouais, ça reste une petite communauté. On se rend pas compte de à quel point là, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'escalade, mais l'escalade est seulement en train de rattraper le. La demande, quoi. Ça reste nouveau quoi. Ouais. Et pour revenir sur ces prises, le fait que tu aies des grosses prises, des petites prises, etc., toi, comment est-ce que tu fais? Tu dis à la salle, vas-y, moi j'aimerais bien avoir ces prises-là parce que ça me permettrait d'ouvrir ça. Ouais. Quand tu dis je fais une commande, tu dis à ton C'est le chef ouvreur, parce qu'il y a le chef ouvreur de la salle et le chef ouvreur du groupe, quoi. Ouais, du groupe. Et c'est le chef ouvreur du groupe qui à un moment va nous dire bon bah là je vous ai débloqué un budget, vous avez tant à dépenser, et c'est à vous de faire votre commande. Et là c'est nous en fonction de nos besoins. Si par exemple dans la salle, dans nos prises vertes, on a que des trucs, bah nous c'est le cas, on a fait que des trucs infâmes qui tenaient pas et on pouvait jamais faire de bloc facile vert. Ouais. Bah on va compléter ça, on va compléter notre gamme. Comment dirais-je, en fait, tu as beaucoup aussi de prises qui se répètent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, quand tu vas par exemple que dans une salle, tu te rends compte que en fait, c'est tu vois, tu réassors, enfin, tu refais les blocs avec les mêmes prises. Est-ce que tu les fais tourner au sein d'un groupe? C'est-à-dire, en fait, tu donnes un jeu de prise à une salle et après, tu t'en récupères? Pas dans notre salle à nous, pas à block-out, parce que c'est assez galère quand même de transporter les prises d'une salle à l'autre. Je pense que ça, c'est assez rare. Ok. Mais ouais, ça, c'est marrant parce que je l'ai découvert là en commençant à ouvrir. Avant, vu que j'étais pas trop le genre de grimpeur à grimper que dans une salle, j'aimais bien, je recommande ça, d'essayer de varier au plus possible un peu les salles pour justement varier les préhensions, varier les ouvertures aussi, parce qu'on a beau être un ouvreur génial, on a tous notre style d'ouverture, notre patte, mais je pense que c'est important. Hein. Ouais. Et donc j'ai découvert là en ouvrant que rien qu'au bout de 2 mois d'ouverture, tu te rends compte que tu connais toutes les prises par cœur. Ouais. Tu sais exactement quel set il y a et Bon après justement c'est ça qui est bien, c'est que même avec un set défini, et puis là dans ma salle je pense pas qu'on ait une salle qui ait beaucoup de prises. Tu peux toujours faire parce qu'en fait les prises tu peux les utiliser de plein de façons différentes. Tu peux. Moi, j'ai toujours un plaisir à découvrir une nouvelle prise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, aussi, attends, regarde, ça c'est un nouveau truc que j'avais jamais pris, une nouvelle préhension, alors que ça reste toujours dans le même niveau de difficulté, tu vois. Mais tu vois, hop, un énorme volume où tu t'avais jamais. Bah là, dans notre commande, c'était un des points principaux, c'était essayer de trouver des sortes de nouvelles préhensions pour surprendre un peu les clients qu'on voit pas trop dans les autres salles. Ok. Donc, on a essayé de faire ça et c'est vrai que c'est un vrai kiff de. Et alors, j'imagine aussi que le prix d'une petite prise de pied, c'est pas le même que celle d'une énorme. Les macros, ça coûte vraiment cher. Et puis c'est pour le coup, tu me demandais par rapport aux modes. Là, c'est un peu la mode d'acheter des super macros qui coûtent ultra cher. Donc ouais, c'est des choix. Là, on avait le choix entre avec notre budget acheter 3 macros ou alors acheter des centaines de prises variées machin. Okay, ouais. Là, on a préféré prendre. Tu peux faire plus de trucs au fond. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, on avait un vrai besoin, donc c'est des choix, en fait. Puis finalement, les macros, c'est incroyable, hein, quand tu as la chance de grimper dessus, dans des compètes, c'est là où on voit souvent En ce moment, il y a toutes les macros Rock City, là, qui sont hyper populaires. Mais souvent, ça reste des macros qui sont un peu destinés, on va dire, pour les blocs durs, quand même. Ouais. Je trouve ça moins intéressant de claquer tout le budget de la salle dans 3 macros qui vont servir à 3 grimpeurs. Je préfère faire vision plaisir. Très élitiste, quoi. Ouais, voilà, je préfère faire plaisir à tous les 90% des grimpeurs qui, pour le coup, eux, vont avoir le droit de nouvelles choses. Une question qui m'amuse un peu, c'est le cycle de vie des prises. Ouais. En fait, particulièrement pour les prises un peu plus débutants où tu as tendance à mettre trop de magnésie, etc., elles deviennent dégueulasses en 2 secondes, etc. C'est quoi le process? Parce que moi j'ai déjà vu dans une salle que je pratiquais avant à la Défense un coup de Karcher sur les prises. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ça c'est toi qui le fais ou ouais, c'est ouais,
c'est les ouvreurs qui s'occupent de ça, c'est assez important. Parce qu'une salle qui entretient des ouvreurs, c'est ça, c'est tous tes murs, mais aussi si tu entretiens bien tes prises, ça fait partie de ton métier aussi, c'est important. Il y a le Karcher, c'est l'élément principal. Sinon, tu as des grandes bassines juste d'eau et de vinaigre, ça suffit pour les prises plus petites. Nous, on utilise des lave-vaisselle. Je me suis renseigné, toutes les salles ne font pas ça. Mais du coup, pour nous, toutes les micros, c'est bassines où on laisse tremper. Et ensuite, on les met dans le lave-vaisselle pour finir de nettoyer et surtout rincer, en fait, pour bien que le vinaigre s'enlève, en fait. Ok. Et toutes les macros. Et ensuite, toutes les prises en fibre de verre. Parce que c'est aussi en fonction de la texture de la prise qu'on fait ça. Ouais. Là, c'est au Karcher. Et franchement, c'est kiffant. Enfin, moi, j'aime bien. Il y a un petit côté un peu ASMR où tu as des prises dégueulasses, elles sont noires. Et elles ressortent comme neuves, quoi. Ça, c'est vraiment kiffant. Et ça, tu fais ça, genre le matin quand t'arrives, tu mets un coup Dans ton planning, tu as des journées spéciales. ménage. Ouais, c'est ça, ouais. Des journées spéciales lavage prise, ça, c'est assez important pour la rotation de la salle. Comment est-ce que tu ouvres différemment en tant qu'ouvreur de compète et ouvreur normal? Comment est-ce que ton expérience en tant que grimpeur de compète t'aide à ouvrir des blocs normaux? Tu vois, c'est quoi le lien entre Là, c'est l'ouverture, la compétition et l'ouverture de compétition? Ouais. Je suis en train de découvrir ça. Ok. Là, c'est en ce moment, j'ai ouvert ma première compétition à Bordeaux, à Blockout Bordeaux, il y a un mois. C'était une super expérience et ça fait depuis toujours quand même que je m'intéresse aux compétitions et que j'essaie d'en faire le plus possible. Pas tellement parce que je suis pas un grand compétiteur, j'ai pas forcément envie de jamais voulu être un athlète, essayer de gagner des compètes et tout. Ce que j'aime bien dans le côté compétition, c'est l'effort qui est mis dans les blocs de compète. Ça se voit que c'est des blocs où on a mis un effort particulier. Et souvent, je vais aux compétitions juste pour avoir la chance, on va dire, entre guillemets, de tester un petit peu toutes ces ouvertures-là. T'y arrives? Je me rends pas compte, tu vois. Est-ce que toi qui as un très bon niveau, que tu as un niveau d'ouvreur, etc., Ouais. t'arrives à faire les blocs de compétition? Parce que moi, j'arrive même pas à me mettre sur la position de départ, tu vois, la plupart du temps, tu vois. Après, le but des contests un peu dans les salles commerciales, c'est que ça puisse intéresser tout le monde. Nous, c'est ce qu'on a fait à Bordeaux et dans tous les contests. Du coup, moi, j'ai fait à peu près tous les contests, des contests Arcos, beaucoup, les contests même Climb Up, Climbing District dont tu parlais, qui est un super contest d'ailleurs. Ouais. Les contests Blockout. Le but, quand même, c'est que tout le monde puisse venir et que. Essaye, quoi. Ouais, et que tout le monde puisse essayer sur un circuit de 30 blocs. Par exemple, le bloc 15, ça peut être du bleu, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Tant que tu as des blocs difficiles en haut qui permettent de départager ceux qui vont aller en finale, c'est pas gênant que tu aies 15 blocs abordables que tout le monde puisse avoir la chance de faire. Et c'est là où tu kiffes vraiment, parce que tu peux faire un bloc vert par exemple ou un bloc jaune, 2 contests, et ça va pas être le même bloc que dans ta salle habituelle, parce que tu vas avoir plus d'espace, plus de moyens, et tu vas pouvoir faire, je sais pas, un énorme assemblage volume. Ça va faire un bloc vert, ça va pas être dur, mais ça va être stylé, quoi. C'est ça qui est vraiment kiffant en fait. C'est l'effort que tu mets, tu prends tout un mur où d'habitude tu vas mettre 6 blocs, là tu vas en mettre qu'un. T'as la place, quoi. T'as la place, t'as les moyens, parce que forcément vu que t'as enlevé les 6 blocs, t'as toutes les prises, machin, et tu vas pouvoir faire un beau bloc kiffant à grimper, enfin c'est le but en tout cas. Et pour les blocs de finale, ils sont ouverts différemment que les blocs plus faciles? Ouais, c'est un peu différent. Là, du coup, j'ai ouvert ma première finale. J'ai fait un bloc finale femme et c'était ouvert. Du coup, c'est assez intéressant. On ouvre le bloc, on marque les prises sur le mur, on retire les prises parce que du coup, il y a les qualifs. Il faut pas qu'on puisse voir les finales. Et bon, il y a soit ce système-là, soit le système où on met une bâche, on essaye de cacher une partie de la salle, mais des fois, c'est un peu galère ça. Et du coup, en live après, entre les qualifs et les finales, il faut qu'en vitesse, on remette les prises. Ça, c'est un peu stressant. Et du coup, c'est une autre approche où, pour le coup, le bloc des finales, il doit être vraiment visuel, quoi. Il faut vraiment, parce qu'on n'est pas tellement là. Il faut que les finalistes kiffent, mais il faut surtout que le public y kiffe. C'est ça qui est important, en fait. Okay, les finales, elles sont là plus pour le public que pour les finalistes, peut-être. Donc, il y a ce côté-là, visuel, à la fois... Ce qui est hyper important, c'est que ces finales, elles permettent de départager les grimpeurs. Parce qu'il ne faut surtout pas faire une finale où tout le monde flash tous les blocs. Il ne faut pas non plus faire une finale où personne décolle. Je l'ai découvert ça récemment, mais c'est vraiment intéressant, quoi. T'as l'impression que c'est ouvreur de compétition et de compétition
De haute. Ouais, de rien à voir avec un ouvreur C'est un autre métier. un ouvreur commercial, on va dire. Ah ouais. Il y a des similarités parce que du coup, tu fais des blogs, tu sais faire, mais au niveau de l'intention, de la finalité, c'est autre chose, quoi. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse, j'aimerais un peu me plonger là-dedans. Et donc là, pour revenir à ma question introductive sur la formation, c'est là que tu retournes à la FFME ou dans des formations qui te donnent des compétences en plus en tant qu'ouvreur. Ouais. Ou alors, tu commences à ouvrir des compétitions, tu fais ton expérience et petit à petit, on va t'appeler dans des compètes et au bout d'un moment, tu vas... Et alors, moi, un truc qui m'intéresse de ouf, c'est par exemple les JO, tu vois, des compétitions internationales. Ça a donné un peu un regain un peu à tout ça, un renouveau où il y a une vraie finalité maintenant pour les athlètes, mais aussi pour les ouvreurs. Maintenant, être ouvreur pour les JO, c'est le Graal. Je pense que ça dépend des gens, mais ouais. Pour moi, je pense que c'est pas mal quand même. Et là, ils sont hyper nombreux ou c'est que c'est une petite équipe comme pour les championnats de France par exemple? Là, je vais pas te mentir, je suis pas sûr parce que moi, je me suis intéressé vachement à la team d'ouvreurs IFSC. Ouais. Donc les compétitions IFSC, c'est les compétitions Coupe du monde, quoi. Coupe du monde, voilà. C'est vraiment et là, ils ont une team d'ouvreurs. Eux, ils sont stylés aussi pour le coup. Par contre, c'est des machines. C'est vraiment fou. Je pense que c'est des ouvreurs IFSC qui font les JO. Pas trop. Et tu penses qu'il y a une différence entre, par exemple, la manière d'ouvrir pour les JO, pour la Coupe du Monde, pour la Coupe de France, outre le niveau ou entre les différents contests, je suis moins sûr qu'il y ait des grosses différences entre... Il y a un style IFSC plutôt particulier quand même qu'on reconnaît. Tu le définirais comment? C'est critiqué par certains, mais du coup là on est sur dans les finales par exemple, ça peut arriver que tu aies 3 blocs sur 4 quand même où tu es sur du dynamique, quoi. Ouais. Où ils vont vraiment privilégier les cordeaux. C'est eux qui sont à l'origine, comme on disait tout à l'heure, de mettre en avant les mouvements dynamiques, les grosses cordeaux, mais du coup il y a eu ça là il y a quelques années. Maintenant ils sont un peu en train de se calmer et on est plus sur 2-2 et moi je trouve que c'est un bon équilibre. Mais il y a toujours une dalle au moins maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a eu des critiques là il y a 2-3 ans peut-être où vraiment il y avait quasiment 4 dynamiques, 4 sur 4 c'était des cordeaux, là c'était trop. Ouais. Mais du coup là ils retrouvent un équilibre et en ce moment je trouve que les compétitions sont... là la saison des compétitions va commencer et nous pour les ouvreurs c'est là où c'est nos devoirs, quoi. Genre tu regardes tout et tu te dis ah ouais ça c'est stylé, je le mettrais bien, etc. Là où t'apprends beaucoup et tu te dis ah ouais ok tu vois un peu les pros faire. Et pour revenir à ta pratique toi directement, donc un truc qui est aussi qui est difficile à conceptualiser, donc toi tu grimpes tous les 2 jours. Ouais. Il faut quand même être assez en forme quand même, tu vois ce que je veux dire en termes de... Ouais, c'est ça. Parce que c'est un métier où tu donnes de ta personne physiquement, tu vois ce que je veux dire, tu dois grimper Est-ce que tu grimpes en dehors aussi maintenant? C'est le gros problème d'ailleurs c'est plus... Et tes doigts et ta peau aussi. Ouais, des fois c'est plus que tous les 2 jours, ça peut arriver en fonction des salles de bosser 2 jours de suite. Et ça c'est le plus difficile. Pour moi en tout cas, parce que les journées sont assez longues, du coup c'est une journée de 8h à 17h quand même. Et je pense que le métier d'ouvreur, il est envié pour beaucoup, c'est un métier un peu tendance, il y a pas mal de mecs quand même qui se mettent à la grimpe et qui se disent ah ouais moi j'ai envie d'être ouvreur et tout. Et évidemment je le recommande le métier, mais je pense que c'est pas un métier non plus à la cool, c'est une grosse demande physique. Et je pense qu'une des grandes qualités pour être ouvreur, on parlait de plein de trucs avant, il y a aussi savoir prendre soin de soi. Faut vraiment, il y a beaucoup d'ouvreurs qui se blessent. Et je pense que c'est vraiment une qualité importante en tant qu'ouvreur de être à l'écoute de son corps, enfin pas faire n'importe quoi. Mais bon, si tu te sens pas bien et que tu as quand même ta journée, il va falloir que tu y arrives quand même, tu vois. C'est ça, ouais. Il faut réussir à gérer en fonction. Du coup, quand on grimpe, ça nous arrive tous d'avoir une journée où on se sent surfort, une journée où on est raplapla, on est à 30%. Nous, en tant qu'ouvreur, il faut qu'on prenne ça en compte dans nos variables. En plus de toutes les variables dont on a parlé avant, moi, il y a une journée où je vais arriver Du coup, je vais arriver au boulot. Imaginons, j'ai eu la chance de me reposer 2 jours avant, c'est le week-end. Je sens aujourd'hui, je suis ultra fort. Il faut pas que je me laisse emporter dans mon truc de je vais ouvrir une B10 en me disant ouais c'est bon, c'est facile. Alors que non, il faut que je garde. Et puis au contraire, quand je suis ultra fatigué et que même sur les B6 je suis en galère,
faut pas que je fasse bon, du coup, Ouais. je parle de B12 et Non, tout, mais mais oui, faut oui. pas que je fasse une noire ultra facile de nez en me disant ouais, mais faut que j'arrive à la faire quand même, c'est une noire, je suis censé l'enchaîner. Bah, il faut pas, si jamais je suis vraiment mort, faut se dire, faut réussir à s'imaginer soi-même en forme, quel est mon niveau moyen, et c'est en fonction de ça que tu ouvres en fait, plus que ton niveau actuel le jour J. Et sur tes doigts et ta peau, parce que ça, c'est quand même un grand Je classique. pense que les ouvreurs ont pas de peau. On est toujours Moi, j'ai de la chance quand même, j'ai une très bonne peau. Ouais. Je connais beaucoup d'ouvreurs et même de grimpeurs qui ont toujours des galères. Moi, elle se régénère assez vite, j'ai jamais trop de problèmes. Moi, dès que je peux grimper un jour sur deux, je peux faire un peu. Et tu grimpes sans ouvrir? Ouais, Ouais. c'est pas autant que je le voudrais. Parce Mhm. qu'avant, ouais, vraiment, je grimpais tous les 2 jours sans exception, tout le temps. Donc ça fait au moins 3 à 4 séances par semaine. Là, je grimpe pour le plaisir, une fois par semaine. Ok. Je peux pas faire plus en fait. Parce que je bosse lundi, mardi, jeudi. Mhm. Et encore, je suis qu'en 20 heures du coup. Ouais. Lundi, que 3 jours de boulot, c'est pas beaucoup pour beaucoup de gens. Mais du coup, là, c'est lundi, mardi, jeudi. J'ai le droit qu'à une séance le samedi. C'est la séance auquel j'ai le droit. C'est que si jamais je m'amuse à aller grimper en semaine, bah, ça va C'est porter KO, ouais. préjudice vraiment à mon métier, quoi, à ma journée du lendemain. Et quand c'est day off, donc quand tu vas t'amuser pour grimper, tu vas pas dans Non. ta salle, j'imagine. Non, c'est intéressant de le faire. Et là, je l'ai fait la semaine dernière. Je l'ai Ouais. fait la semaine dernière. Je l'avais pas fait depuis peut-être 4 mois, quoi. Et c'est intéressant parce que il y a ce truc un peu frustrant où on ouvre beaucoup de blocs. Si on est content de ce qu'on fait, où on se dit, il est incroyable mon bloc. Mais quand c'est dans les niveaux extrêmes, donc violet ou noir, on va ouvrir le bloc sans forcément l'avoir fait de A à Z. Et du coup, il y a un peu ce truc où on se dit, un jour, j'aimerais bien y aller en forme Je vais essayer de voilà, et enchaîner mes blocs. Moi, par exemple, j'aime bien les filmer du coup pour après les poster ou quoi, pour aussi les garder en tant qu'archive. Ouais. Et du coup, ça, c'est assez frustrant à gérer, où j'ai ouvert un bloc il y a 3 semaines. Je sais qu'il est incroyable et ça fait 3 semaines que j'ai pas eu le temps ou l'énergie de le filmer, quoi. Et sur ton Insta, j'ai vu que tu allais aussi à Fontainebleau. Moi, c'est un truc qui me passionne, c'est le rapport qu'il peut y avoir entre l'escalade de bloc en extérieur et le rapport l'escalade de bloc en salle, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant. Presque pas le même sport, finalement, Ouais, tu vois. rien à voir. Du coup, moi, je suis un néophyte de blow. Ouais. J'ai fait 6 sorties. Ok, ouais. 5-6 sorties, et parce que j'étais pas, j'avais pas le permis, j'avais pas trop les moyens d'y aller forcément. Et depuis que j'y suis allé, je me rends compte que c'est pas un must pour les ouvreurs, mais c'est vraiment un point très important, un gros point positif, en plus de toutes les inspirations dont on parlait sur Instagram ou autre. En plus, s'inspirer de ce qui existe dans la nature, c'est un point d'ancrage hyper important. Et même si, comme tu dis, c'est hyper différent, moi quand je suis allé à Blo, j'étais perdu, quoi, parce que C'est pas le même truc, c'est pour ça que c'est pas le même sport, hein. c'est pas le même sport, ouais. Et surtout au niveau t'as des pas le pieds. réta? Ouais, des Tu vois, rétas. C'est surtout au niveau des pieds et des appuis, moi, que j'étais le plus perdu, parce que même en tant que grimpeur haut niveau, entre guillemets, dans les salles, on va toujours te mettre des pieds. Au pire, tu auras des adhérences sur des volumes, ça peut arriver évidemment, mais tu as souvent des pieds quand même. Tu vas à Blo, voilà, il y a. Pas forcément, non, ouais. J'ai redécouvert la pose de pied, quoi. Puis c'est pas indiqué aussi, surtout. Oui, Tu vois ce que je veux aussi, dire, la ouais. prise noire Ouais. ou la prise violette, il n'empêche que C'est t'as pour pas à la ça que chercher, même quoi. si je fais du noir-violet dans Arcos, par exemple, je peux aller à Fontainebleau, et au début, j'étais en galère. Ton niveau se retranscrit pas forcément. Non, et puis c'est aussi d'autres types d'ouverture, et ça, tu peux peut-être nous en parler. Comment est-ce que, toi qui es habitué à l'ouverture, genre en salle, Ouais. comment est-ce que tu as l'impression que les ouvreurs qui ont pu ouvrir à Blo ils ont une autre méthode? Comment est-ce qu'ils ont fait, eux, tu vois? Les ouvreurs qui grimpent à Blo et qui ensuite. Non, les mecs qui ont, à l'époque, fait les circuits, tu vois ce que je veux dire? Ils ont décidé que, en fait, ce serait là qu'il faudrait monter, tu vois? Est-ce que tu vois? C'est ce que eux ils font avec ce qu'ils ont, et ils trouvent un chemin, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. C'est une autre méthode de faire, tu c'est vois? un autre truc, c'est pas tellement des ouvreurs finalement. C'est pas des ouvreurs en fait, c'est des mecs qui font. Je sais pas comment on appelle ça en français, du coup, les First Ascents, Ouais. les FA.
Ça, c'est un autre truc, quoi. Je t'en parlais tout à l'heure, on s'était peut-être pas en... Ouais. où je te parlais de Aidan Roberts, que Ouais. je trouve hyper stylé. C'est un des plus forts du monde avec Sean Rabuto. Là, ces deux jeunes, c'est des machines, quoi. Et eux, ils font la plupart des First Ascents récents, là, des blocs les plus durs. C'est pour le coup là, ça n'a rien à voir avec le métier d'ouvreur. Ouais, c'est encore un autre truc où il faut réussir à arriver sur le rocher. Je pense que là, il y a un vrai truc d'observation, de se dire ah ouais, mais là, je vais faire ça comme ça et tout. Pour toi, c'est parce que tu vois, on pourrait considérer que c'est une sorte d'ouverture en quelque sorte, tu vois, parce que c'est eux qui choisissent comment est-ce que les autres vont le faire, tu vois. En tant qu'ouvreur, les ouvreurs diraient ah c'est des ouvreurs aussi, mais d'une certaine façon. Peut-être. Je sais que moi, en tant qu'ouvreur, je pense que si je m'amusais à faire ça, un jour, j'espère que je le ferai, je pense que ça a des grosses retombées positives sur tes ouvertures en salle après. Quand tu développes les capacités d'arriver sur un rocher et plutôt que de toi poser tes prises, de retrouver sur un rocher un circuit, ouais, c'est un autre... c'est le processus limite inverse, mais c'est hyper intéressant. Bah moi, tu vois, c'est un truc que j'aime bien faire en vacances. Tu fais un peu d'essayer de trouver des rochers Ouais, tout le temps. Et en fait, tu vois, c'est genre tu prends la paire de chaussons dans ton sac, où est-ce que tu vas, tu vois, genre la dernière fois j'étais en Utah, donc c'était un gros boulder, tu vois. Ouais, bien évidemment, c'est un truc perdu au fin fond du désert, personne l'a jamais fait, tu vois ce que je veux dire. C'est ça que je trouve passionnant aussi, c'est qu'on se dit, ouais, l'escalade, même à Fontainebleau et tout, il y a plein de gens, c'est hyper... Et en fait, je sais plus c'était quoi le chiffre, qu'il y avait que 30% de la forêt qui avait été... Enfin, je sais, ça se trouve c'est 10 ou 40, mais qu'en gros, il y avait une toute petite partie des blocs qui avait été vraiment trouvée, on va dire. Ouais. Et c'est ça qui est un peu... Rocher Canon, c'est déjà été fait, mais si tu te balades un peu... C'est ça qui est un peu passionnant, c'est de se dire que les vraies pépites qui sont les blocs classiques, les meilleurs blocs qu'on ait trouvés sur la planète, ils n'ont pas encore été trouvés forcément, tu vois. Et c'est un délire qui existe beaucoup dans le surf, tu vois, où t'as des explorateurs de vagues, des mecs qui vont aller chercher au fin fond de l'Arctique la vague parfaite, etc. Ils cherchent des vagues. Ouais, ils cherchent des vagues, parce qu'en fait... ça ressemble un peu, ouais, c'est un peu... Donc, tu vas chercher dans la nature des mouvements naturels, mais... Exactement, ouais. Ah, c'est fou, ça. Ok, bon, on arrive à la fin de notre discussion. J'aimerais te poser deux dernières petites questions. C'est, est-ce que tu penses qu'il y a un invité qui pourrait être cool, tu vois, un mec que tu aimerais bien entendre sur le podcast, et un mec où tu te dis, ah ouais, lui, vraiment, j'aimerais trop entendre un peu sa vision, ou tu vois, genre... Ouais. Un français, du coup, on peut pas inviter Nickel. Bah, le problème, c'est que déjà, on fait quelques épisodes en français et peut-être qu'après, je switcherai en anglais, mais ouais. Tu peux inviter qui tu veux, même les gens connus. Bah, je sais pas, on peut essayer. Moi, j'aimerais trop avoir Romain Desgranges, par exemple, tu vois. Ouais, On parlait d'entraînement, tu vois. Mais bien sûr, dans ma liste de gens que j'aimerais trop, il y a plein de gens connus. Après, ce qui est bien dans le milieu de l'escalade, c'est que ça reste un milieu assez petit quand même, où même les gens, on va dire un peu famous, bah, c'est pas non plus des big stars. Et ils sont assez approchables. Moi, ça m'intéresserait là peut-être personnellement de se rendre compte de ce que c'est l'expérience vraiment d'un athlète un peu de haut niveau, au niveau de la préparation, des enjeux, du stress, tout ça. Bah là, je dis ça parce que quand j'ai ouvert ma compète à Bordeaux, j'ai ouvert avec Manu Cornu et c'était la première fois où je parlais un peu avec un athlète et tout, c'était hyper intéressant. Et de peut-être avoir un plus récent, genre on parlait de Mejdi tout à l'heure, savoir un peu... qui est la grosse étoile montante de l'escalade française, ouais. Ouais, des athlètes comme ça. Ou alors peut-être une athlète aussi, ça serait intéressant de voir un peu comment le sport il évolue pour elle, Oriane Berton. Bah, qui est l'équivalent de la même génération que Mejdi, mais chez les femmes, quoi, ouais. Trop bien. Bah écoute, je crois qu'on est à peu près à la fin de l'heure. Est-ce que tu as des trucs à partager, des trucs que les gens devraient aller voir, je sais pas, une vidéo qui t'a fait kiffer, Bah j'en ai parlé tout à l'heure, Erik Karlsson Bouldering, c'est j'avoue, c'est le truc où je suis un peu en kiff et tout, et je me dis ouais, c'est vraiment du bon contenu. T'as les Anglais aussi qui sont stylés, tu sais, la team Bobats. Ouais, exactement. Ouais. Eux, ils sont pas mal aussi, ouais, c'est vraiment cool. Après, en termes de qualité d'escalade, tu veux dire? Non, de vraiment là, le côté vraiment editing en termes de filmographie. Ouais. Erik Karlsson, c'est des œuvres d'art, ces trucs, hein, vraiment. Enfin, je veux pas trop le survendre, mais... Et là, chez les Français, t'as des petites chaînes aussi qui sont en train de naître, et c'est assez sympa. Là, moi, je regarde les vidéos de Block Corp,
Ok. C'est les frères Georges qui font des vlogs, donc il y a des tutos, des trucs et tout, et c'est hyper intéressant. Moi, en tant qu'ouvreur, j'apprends des trucs un peu, donc je pense que même pour les grimpeurs, c'est intéressant. Ils font des tutos en fait de comment ils ouvrent leur truc. Ils disent aujourd'hui on va ouvrir une corde d'eau, etc. Et sinon, où est-ce qu'on peut te suivre, toi, si on veut voir tes vlogs? Blockout Paris, même si bon, dans la région parisienne il y a 3 blockouts. Moi c'est Blockout, c'est à Saint-Ouen. Ok. C'est celui qui est plus au centre, même si bon, Saint-Ouen c'est pas au centre de Paris. Donc c'est Blockout Paris. Ouais. Et ensuite j'ai mon Instagram Luca Bouldering. Sur lequel tu mets tes ouvertures. Et Ouais, que tu j'avais commencé l'Insta avant d'être ouvreur parce que au début je le faisais surtout pour moi parce que je trouvais ça vraiment bien d'avoir une espèce d'archive un peu intemporelle où je pouvais vraiment stocker, voir aussi mon évolution à moi. Et là c'est encore mieux parce que j'ai mes blocs à moi où je peux avoir mes archives de ce que j'ouvre et ça m'arrive dans mes journées de travail de me dire ah j'avais ouvert un truc comme ça, c'était comment, et je retourne voir, je scrolle sur mon Insta, je me dis ah oui j'avais ouvert ça, comment est-ce que je peux faire autre chose d'un peu différent. Donc je fais à la fois des vidéos démo de mes blocs à moi pour j'espère donner envie peut-être aux gens de venir grimper dessus. Ouais. Et je fais quand même de temps en temps des vidéos dans des blocs dans d'autres salles, donc dans mes sorties hebdomadaires du samedi. Allez. Dont on parlait, des vidéos dans d'autres salles, juste des blocs que je kiffe où je dis waouh ce bloc il est trop beau, il est incroyable, il faut que je le montre. Et puis comme je commence à connaître un peu les ouvreurs, je mets en avant un peu les ouvreurs et tout. Ok, écoute, merci beaucoup Luca d'avoir été le premier dans cet C'était épisode. un honneur pour moi d'être le premier. Un peu décousu, c'est parce c'est que le premier, c'est normal. ouais, on apprend je termine par remercier aussi les gens qui ont écouté ce premier épisode parce que bon, qui sait si ça intéresse, on va essayer d'en faire d'autres. Là, c'est vrai que s'ils ont écouté jusqu'ici, exactement, ouais, c'est un honneur. C'est un honneur, exactement. Faut pas hésiter à aller s'abonner au Instagram de Varap, Varap_podcast. Ce sera sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Google Podcast, les totales. Donc si ça vous a plu, il faut aller mettre des petits likes et des petits commentaires sur les plateformes. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer des personnes que vous voulez avoir dans le podcast. Ça peut être marrant, tu vois. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais, j'essaie de plus y réfléchir. Je sais que dans le podcast, j'ai envie d'inviter un kiné du sport pour qu'il nous parle des blessures, de l'échauffement nécessaire, de la reprise du sport après une blessure à la main ou d'autres blessures. J'ai envie de parler de compétition, donc ce dont tu parlais. L'épisode compétition, moi je l'écouterai attentivement. Ouais. J'ai envie de parler de l'aventure Arcos, qui est en fait quand même un truc incroyable qui s'est passé. Ils ont créé un empire autour de l'escalade, tu vois. Et je pense qu'il y a une vraie histoire de ouf à raconter. J'ai envie de parler de voix aussi et d'alpinisme un peu. J'aimerais trop avoir les gens du groupement de haute montagne. Et donc en gros, l'idée c'est d'avoir tous ces mecs-là. Et donc on espère qu'on les aura un jour derrière le micro. Moi j'espère aussi. Merci. Merci beaucoup.